RDPC, ou alors candidature Paul Biya et tentative d'investiture de Léon Teller-Onana, le délibéré est définitivement connu. Le Conseil constitutionnel a dit l'action de Jean Teller-Onana injustifiée. On reprend la... Alors d'emblée, je commence peut-être avec vous, Bédi Moko. Vous avez certainement vu les premiers temps forts des audiences, notamment dans l'affaire Djifadi, qui a amené le RDPC au cœur de ce Conseil constitutionnel. Vos premières impressions, vous avez le sentiment que ça se joue franc jeu, selon les textes et règlements de la République, les statuts des différents partis, le respect des acteurs politiques et quelques autres affaires qui ont eu lieu aujourd'hui, pardon. Donc, vous feriez mieux de me demander si je suis ce qui se passe avec le candidat du Manidem. Non, non. Vous vous doutez bien que ce qui se passe avec le recours du RDPC ne nous intéresse pas. Parce qu'il ne faut pas rêver. Comment on peut rêver que le recours déposé par celui qui la deuxième investiture du RDPC, comment peut-on imaginer que ce recours aurait pu avoir une autre issue? Il n'aurait pu avoir aucune autre issue, vu ce que nous avons observé tout à l'heure. Les deux recours auraient dû avoir le même motif. C'est-à-dire RDPC pluralité d'investiture, Manidem pluralité d'investiture. Mais dès la première liste sortie par le Conseil électoral, on n'a pas vu que tel n'était pas le cas. Donc à partir de là, on savait que la candidate, le recours de Teller-Onana n'aurait rien au monde, ne pourrait en rien au monde prospérer. Donc on a observé ce qu'on a pu observer. Maintenant, si vous me demandez de parler du recours du Manidem, on y arrive. Voilà, là soyez patient. Mais là, on n'a pas rêvé du tout. Pour vous, c'est comme une lettre à la poste. On n'a pas rêvé, étant donné que les deux candidatures auraient dû être rejetées comme celle du Manidem pour les mêmes motifs de pluralité de candidature. Mais on a vu que les gens se sont aventurés dans des sémantiques de pluralité de candidature qui n'est pas pluralité d'investiture, ainsi de suite. Bon, on n'a pas rêvé, on savait que ça se passerait comme ça s'est passé là maintenant. Bon, permettez-moi de prendre un peu de recul pour expliquer un peu l'origine de ces problèmes entre partis politiques. Dans le dossier de candidature à la présidentielle, il y a une dizaine de pièces, il y a 10 pièces. 9 de ces pièces émanent plus ou moins du gouvernement, parce que généralement, elles ne sont pas contestables, 9 de ces pièces. Mais il y a une qui ne vient pas de l'administration, du gouvernement lui-même. C'est l'investiture par un parti politique. Et c'est là, généralement, qu'il y a problème. Exact. Pour que quelqu'un ait qualité pour contester quelque chose, il faut déjà que cette personne soit vue comme ayant déposé un dossier ayant justement cette pièce-là. Ouais. Et c'est de là que viennent ces problèmes. Et c'est un peu subtil, c'est technique, mais je vais essayer d'aller au-delà de ce problème. Bon, on sait une chose, c'est que la justice, c'est technique, c'est froid, mais c'est aussi un pouvoir discrétionnaire. Donc quand mon aîné éco-panéliste, M. Fauchivé, ici se réjouit de l'indépendance de notre Conseil constitutionnel, bon, on est quand même en droit parfois de se poser des questions sur l'usage de ce pouvoir discrétionnaire. Parce que j'estime qu'il y a d'autres questions électorales qui ont été portées à son attention et qui ont eu un traitement plus ou moins suspect. Bon, on ne va peut-être pas aller là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de l'émission, mais je demande qu'on soit un peu prudent. Et moi, je propose qu'on essaye d'éviter ce genre de disputes qui nous éloignent à la fois du vrai détenteur du pouvoir démocratique, c'est-à-dire le peuple camerounais. Parce qu'ici, on ne parle pas de lui. Il y aura peut-être des gens qui auront été écartés, pour moi, de manière antidémocratique, même si on respecte des lois taillées sur mesure, on va constater probablement que des gens ont été écartés, malgré le fait qu'ils pouvaient avoir une certaine légitimité populaire, mais aussi parce que peut-être ils n'avaient pas les moyens financiers de payer cette fameuse caution. Mais ce sont peut-être d'autres questions, mais on va peut-être en reparler. On ne va pas passer aussi vite. Vous voulez revenir, mais je voudrais quand même vous relancer. Mais à ce stade, avez-vous le sentiment que le juge constitutionnel, au moins, a réussi à se mettre au-dessus des émotions
constant dans l'interprétation de la loi, impartial parmi les acteurs qui sont devant lui pour avoir son avis? Non, les débats n'ont commencé qu'aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si il y a déjà eu au moins. Aujourd'hui déjà on peut trancher et dire, ou bien juger, apprécier. Apprécier. Bon, nous attendons encore. Nous attendons encore. Parce que nous aussi, nous avons entière confiance au Conseil constitutionnel en espérant qu'il va dire le droit et rien que le droit. Parce que s'il dit le droit et rien que le droit, nous n'avons aucune inquiétude que le candidat du Manidem, Maurice Kamto, va passer. Si on reste seulement au niveau du droit. Ce qui nous inquiète est que, vous voyez, tout moins pour ce qui concerne le Manidem, nous pouvons dire que ce recours revêt trois aspects. Ce recours a trois volets. Il y a le volet juridique qui est celui qu'on est en train de vivre maintenant au niveau du Conseil constitutionnel. Là, c'est le volet juridique. Et je vous ai dit que si nous nous arrêtons seulement au niveau du volet juridique, nous n'avons aucune inquiétude. Vu l'épaisseur et la consistance de notre dossier, nous n'avons aucune inquiétude. Seulement, ce problème a aussi un volet politique. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Quand on regarde tout ce qui a entouré l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem, nous avons vu des sorties. Nous avons vu des sorties de ministres. Nous avons suivi une sortie d'Atangandji, nous avons suivi une sortie du ministre Momo, une sortie du ministre Grégoire Rona, qui n'était pas en faveur de la candidature de Maurice Kamto. À partir de là, le problème revêt un caractère purement politique. Vous n'avez pas confiance en la séparation des pouvoirs? On n'a pas l'impression, quand vous avez bien suivi le dossier d'investiture de Maurice Kamto présenté par le Manidem, vous vous dites qu'il n'y a absolument pas séparation de pouvoir, parce que quand un ministre qui a la tutelle de l'organisation des élections, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale, quand on voit qu'il fait des sorties qui ne sont pas en faveur d'un candidat, on a un droit de se poser des problèmes. Vous savez que depuis 9 jours déjà, la permanence du Manidem est assiégée par la gendarmerie. Aujourd'hui encore, c'était un peu plus grave parce que c'est la rue qui est totalement barrée. Il n'y a pas accès par véhicule au siège du Manidem à l'heure actuelle. Et quand on sait que le 26 juillet, la date de la proclamation des premiers résultats par le Conseil électoral, quand on sait que cette proclamation était de la première liste par le Conseil électoral, que cette proclamation était attendue autour de 13h, 14h, mais qu'à 11h, 10h, 11h, les forces de défense avaient déjà envahi encore le siège du Manidem. Vous vous dites qu'il y a un problème. Vous vous dites qu'il y a un problème. Quand on sait qu'il y a 70 partis qui ont été rejetés par la première liste du Conseil électoral, vous vous dites qu'il y a un problème, cette espèce d'acharnement. Bon, cette fébrilité qu'on voit au niveau de l'administration et des pouvoirs publics nous fait croire qu'il n'y a véritablement pas une séparation, comme vous êtes en train de le dire, et que cette investiture a finalement un côté politique, et on a peur que ce soit le côté politique qui joue, parce que tout porte à croire que tout ce qui a entouré cette investiture ne montre pas que le politique a vraiment envie que cette candidature prospère et qu'elle se fasse. En dernier recours, il y a le côté moral, parce que tout ce que nous vivons, cette espèce de tripatouillage, cette espèce de manipulation, de montage, de création de candidats pour venir nuire à l'investiture de Maurice Kamto, nous fait croire qu'il y a aussi un côté moral qui est désastreux, c'est-à-dire quelle image sommes-nous en train de projeter, non seulement au niveau de notre progéniture, même au niveau de la nation, au niveau de l'international. Pas de surenchère de suspicion. Vous parlez de suspicion parce que vous avez une question. Mais si vous avez suivi l'actualité, tout ce qui entoure la candidature de Maurice Kamto, vous avez vu qu'il y a beaucoup de tripatouillage. D'où sort-il qu'un ancien militant du Manidem, exclu du parti depuis 2018, surgisse comme ça, comme sur du chapeau d'un magicien, et vient déposer sa candidature le dernier jour. C'est la passage que c'est vous qui le dites. Bon, je veux dire que lui aussi il a des arguments, et c'est d'ailleurs à cela que le Conseil va... Absolument. Et j'ai commencé par dire qu'au niveau du côté du volet juridique, nous avons des arguments en béton. D'accord. Et si ces arguments sont
prise en compte. Et si le Conseil décide de dire rien que le droit, nous n'avons aucune inquiétude sur que cette candidature soit validée. Édouard, y a-t-il risque de, je vais pas dire de dérive, mais je veux dire de basculer l'affaire sur tout au moins le délibéré sur l'aspect davantage politique, comme essaie de le dire Bédi Moko? Non, c'est son analyse. Déjà, il faut que les Camerounais apprennent à être sérieux. Il ne peut pas démontrer ce qu'il vient de dire, M. Bédio. La candidature de Yebga est portée par Yebga. Yebga est un homme. Il a le droit d'être, il est Camerounais. Lorsque le président Bouga a déposé sa candidature, pourquoi on ne lui a pas demandé pourquoi il l'a fait? Yebga est-il Camerounais? Je réponds pas oui. Est-il militant du Manidem? Laissez-moi venir. Continuez avec les questions. Laissez-moi donc venir. Voilà. C'est moi qui parle. Est-il Camerounais? Oui. Peut-il être candidat? Oui. Il est candidat sous quoi? Il n'y a que 3 possibilités. Pas un parti politique, soit il est présenté par 300 signatures. Il a opté pour le parti politique. Quel est le rôle du Conseil constitutionnel, qui est aujourd'hui le juge de l'éligibilité et non des investitures? Ils vont donc statuer dessus. Si maintenant un des candidats de la présidentielle est devant nous, il vous a dit d'entame qu'il y a 9 dossiers qui viennent de l'administration, un seul dossier qui vient de parti politique. Je crois qu'il ne fallait plus revenir dessus. Parce que il est un acteur, entre vous et moi, sur ce plateau, il est un acteur qui vient de traverser le cap des investitures au Cameroun. Donc là, sur cette table, il nous dépasse. Donc il vous dit qu'un seul dossier, ça veut dire le dossier des investitures. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, tel qu'il vient de dire, va donc demander, venez avec le dossier des investitures. Mais je ne comprends pas pourquoi ça fait de tambour. Si le dossier de l'investiture, si c'est tel qu'il doit investir, dans ce cas, un dossier est retenu. Je suis de ceux qui ont dit, et d'ailleurs je crois que c'était sur ton plateau, j'ai dit qu'une chose est sûre, c'est qu'un candidat du Manidem, c'est ce que j'ai dit ici. Ah, tant mieux. Parce que c'est tout à fait logique. S'il y a quelqu'un qui doit investir, que la personne... Nous pensons que ça aurait dû se faire depuis le Conseil électoral. C'est vous qui le dites. Le Conseil électoral... Attention, le Conseil électoral joue le rôle d'acceptabilité dans cette du dossier. hypothèse, le Conseil n'aurait pas pris parti. Rejeté de quel? Mais le Conseil électoral n'a pas validé les 83 candidats. Mais le Conseil électoral a parlé de candidature de plusieurs investitures. Pluralité d'investiture. On prend donc les partis qui étaient... Qu'il a étudié, il a tranché. On prend donc les partis. Mais ça veut dire qu'un parti politique a plusieurs candidats. C'est le français facile. Mais maintenant, comme il n'est pas juge de fond, il attend donc que celui qui... Avant de prendre Jacques, mais vous dites que... Vous dites qu'un candidat sera retenu. Est-ce que dans cette hypothèse, on ne pourrait pas penser que le Conseil, s'il retient un candidat, je parle sous la réserve de la jurisprudence UPC, parce qu'il y a d'ailleurs un des avocats qui a évoqué ça tout à l'heure. Si le Conseil dit telle candidature est retenue, est-ce qu'il n'aurait pas mis son doigt dans une question interne au parti? C'est pour ça que j'ai dit que le Conseil constitutionnel n'est pas juge des investitures. Je l'ai dit d'entame. Donc, ça veut dire que les juges, les sages vont vous poser certaines questions pour entrer dans le fond de votre dossier. Que nous, ici, même lui, le président, ne peut pas, puisqu'il n'était pas. Donc, on attend donc la motivation de rejet. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes allés au Conseil constitutionnel, les partis qui ont été recalés au niveau de l'élection, ça veut dire que vous attendez à ce que soit qu'on puisse vous rétablir ou bien qu'on puisse vous rejeter. Je ne comprends pas pourquoi le Cameroun est devenu les menaces dans les réseaux sociaux. On va brûler le Cameroun si tel candidat n'est pas retenu, si ceci n'est pas retenu. Mais attendez. C'est notre débat. Le droit n'est pas l'émotion. C'est notre débat. Ce n'est pas l'émotion. Une chose est sûre, je sors par là. Oui. Si, comme on a rejeté la candidature de Teller, parce que là, ça me concerne, le juge constitutionnel va motiver. Oui. Donc, maintenant, vous pouvez ne pas accepter la motivation du juge. Mais il a dit. Mais il a dit. Et ça devient jurisprudence. Et ça devient jurisprudence. Donc, attendons. Je n'entre pas dans les histoires des affaires qui sont pendantes au niveau du juge constitutionnel. Alors, Jacques, je reprends la même question que précédemment posée aux autres panélistes.
Y a-t-il risque d'interprétation politique de cette question fondamentalement juridique par le Conseil constitutionnel? Oui, mais en même temps, les spectateurs doivent comprendre une chose. Comme je le disais au début, la justice, elle est technique, froide, mais a également un pouvoir discrétionnaire, qui très souvent est basé sur une jurisprudence existante, tout comme, dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire, on peut créer une nouvelle jurisprudence, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis avec le cas de l'avortement. Il y avait une jurisprudence Roe v. Wade, et la Cour suprême a refait une autre jurisprudence. Donc tout peut arriver. On ne peut pas s'arc-bouter sur la jurisprudence UPC. Surtout que rien ne dit dans la loi qu'en cas de pluralité d'investiture par un parti politique, il faut absolument exclure les deux. Donc ce n'est pas dit. Hein. Donc on ne sait pas comment ces juges vont décider. Voilà. Et nous sommes curieux de voir les motivations qui sous-tendent leur décision. Cependant, je reviens un peu à votre question tout à l'heure sur l'indépendance, leur indépendance. Quand on regarde les acteurs du processus électoral, et l'ECAM et le Conseil constitutionnel, on constate qu'il y a les articles dans la loi qui donnent un pouvoir discrétionnaire au président de la République, par exemple l'article 44 du Code électoral, de limoger, si je me souviens bien c'est l'article 44, de limoger les principaux dirigeants du Conseil électoral. Et pour ce qui est du Conseil constitutionnel, on constate que dans l'article 7 de la loi du 21 avril, les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, dont 3 par le président, d'autres par l'Assemblée, ainsi de suite. Mais on sait que les corps, les principales institutions qui proposent les membres du Conseil constitutionnel sont toutes contrôlées par un camp, le camp du candidat Biya. Donc je pense qu'il est légitime, comme vous le dites, de penser qu'il y a une dimension politique et que tout ne sera pas que juridique dans cette affaire. Cela dit, est-ce que l'autre élément que révèlent ces multiples contentieux au-delà des affaires dont on parle aujourd'hui, est-ce que ça ne montre pas aussi la fébrilité de nos partis politiques dans leur vie quotidienne, dans leur fonctionnement, fébrilité au niveau des statuts, des règlements, dans leur fonctionnement, quand bien on a de beaux textes, maintenant les hommes qui les animent, quand on regarde un peu les différents, même au RDPC, je veux dire que Taylor se lève pour dire que attention, il y a ceci, même si fondamentalement on lui donne pas raison, il y a quand même lieu de s'interroger. Un congrès qu'on attend depuis et qui n'est pas venu, on évoque un bureau politique qui a prorogé. Est-ce que ce contentieux en lui-même, dans son ensemble, ne révèle pas, Edouard Fauchivet, cet aspect de légèreté dans le fonctionnement de nos partis politiques? Oui, on peut penser qu'il y a une légèreté au niveau du fonctionnement de partis politiques. Mais maintenant, c'est une association. Et ça dépend. Il y a une loi. Le président vient de dire quelque chose tout à l'heure. Une loi peut être mauvaise, mais elle doit être appliquée en attendant qu'on puisse revenir sur la loi. Vous avez cité tout à l'heure pour l'étude d'avortement. Mais la loi au Cameroun dit que le président nomme 3, le président du Sénat nomme, le président... Si elle est mauvaise, lorsque vous allez arriver, président de la République, vous allez corriger. C'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut donc plus, voilà, on ne peut plus revenir dessus. On doit l'appliquer. Je peux comprendre le président. Sa candidature est validée déjà en campagne. Mais c'est un problème de fond. Il parle d'un problème sérieux. C'est-à-dire, ce que je dis aussi est sérieux. C'est-à-dire que les lois qui sont là maintenant ont été votées par une assemblée. Il faut les appliquer. Ça, c'est sûr. Et les lois peuvent être mauvaises, mais on les applique. Donc, ça nécessite de revisiter. Et ceux qui ont le droit de revisiter, ça sera ou cette chambre, ou la chambre qui va porter, n'est-ce pas, la candidature, la gestion du président quand il va arriver. Mais on ne peut pas faire autrement. Que ça soit aux États-Unis, en France, dans les grandes démocraties, on change toujours les lois, mais les lois sont applicables. Bien qu'elles soient faites soit pour avantager une partie, soit pour faire ceci. La faiblité aujourd'hui au niveau du parti politique, c'est parce que nous avons des partis politiques, en réalité, qui dans le cadre aujourd'hui de la gestion de la chose publique, ne comprennent pas effectivement leur rôle. Les partis politiques au Cameroun, je l'ai toujours dit, ici je veux faire quand même, je veux faire appel à un parti politique que j'ai toujours estimé dans le cadre de la formation, l'UPC.
Quand vous discutez avec un UPCiste, vous sentez qu'il a été formé. Les autres partis politiques ne forment pas. Les autres partis politiques, c'est je suis dans un parti politique parce que l'élection législative ou bien municipale qui arrive, je serai candidat. Ou l'élection... Vous vous rendez compte que, et je fais ça pour sortir, lorsque la démocratie, les années de braise arrivent au Cameroun, un parti politique était complètement le meilleur. Vous comprenez, le SDF. Mais jamais, son président n'a jamais été candidat aux élections de base. Je parle de maire, mairie, député. Et par contre, à côté, vous aviez un candidat comme Dandoya qui s'est rendu compte que pour arriver jusqu'à tout dit, je commence par la mairie. Vous comprenez donc que quelqu'un qui a fait les sciences politiques, qui maîtrise la gestion de la chose publique, c'est ce genre. Parce que pour les uns, tant que je ne suis pas étourdi, je ne suis pas, sans savoir que... Vous le dites sous fond de conseil. C'est pour ça que je dis, j'aurais même pu facturer. Vous êtes vicieux, hein? Vous êtes vicieux sur le coup. Oui, mais dis-moi quoi. Bon, le représentant du RDPC... Non, je suis M. Fouchivé. Oui, M. Fouchivé, le représentant du LDF... Du RDPC. Du RDPC ne nous a pas dit si le RDPC, lui, fait de la formation. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit j'apprécie un parti politique. Donc, je n'ai pas parlé du RDPC. Ah, d'accord. Mais vous avez même parce que nous sommes en train de parler des problèmes internes au parti. Absolument. Je crois que c'était ça votre question. Absolument. Bon, je suis heureux de cette remarque, parce que le MADEM n'est rien d'autre que l'UPC. Hein. Le MADEM sort de l'UPC. J'ai parlé de l'UPC. Oui, le MADEM aussi sort de l'UPC. Donc nous avons aussi cette formation ancrée en nous dans notre programme. Bon, moi, je ne veux pas parler des autres partis, je préfère parler du mien. Vous avez dit, est-ce que à quoi on assiste là ne dénote pas une espèce de... Une fébrilité dans le fonctionnement, dans la structuration, dans l'organisation, même dans le rapport entre les hommes? Malheureusement, oui, même si je ne veux parler que de mon parti. Malheureusement, oui, parce que les partis politiques au Cameroun vivent dans la société camerounaise, qui est une société en total délitement. Tout ça, on le sait, en totale décrépitude au niveau des valeurs morales. Donc, il n'est pas exclu que dans les partis politiques aussi, on est des gens qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucun sens du patriotisme, qui n'ont aucun sens de l'intérêt commun, mais qui, pour des petites prébendes ou pour des intérêts égoïstes, sont capables de faire n'importe quoi. C'est à ça que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Manidem avec l'investiture fantôme de Dieudonné Yebga, qui quelqu'un qu'on croyait... Ça, c'est votre argument. Je vous laisse poursuivre. Qui est quelqu'un qu'on croit. Je suis du Manidem et je sais ce qui se passe au sein du Manidem. Je sais qui a été président du Manidem, qui a été exclu du Manidem et qui s'est annoncé à la 25e heure pour venir déposer une candidature. Je ne suis pas libre de le dire. Mais votre affaire pendant... Je sais ce qui se passe. C'est nous qui avons préparé le dossier. On va pas ouvrir cette brèche. C'est nous qui avons préparé le dossier qui allait... On va pas ouvrir cette brèche. Vous voulez que je vous dise que quelqu'un est du Manidem quand il n'est plus du Manidem, quand il a été exclu du Mais lui dit qu'il est du Manidem. Il a déposé son dossier. Vous voyez qu'on fait, on a case départ. Lui dit qu'il est du Manidem. Vous dites qu'il n'est pas du Manidem. Bon, case départ. Donc, allez, poursuivez dans votre argument. Et vous êtes au Conseil constitutionnel. Pour cette question. Vous venez dire encore... Non, laissez le Conseil gérer. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes totalement conscients, compte tenu de la solidité de notre dossier. Et c'est ces éléments qui constituent notre dossier. Yebga dira la même chose s'il était à côté de moi. Bon, comme donc nous avons tous foi et confiance au Conseil constitutionnel, on a dit que le verdict c'est demain 15 heures. Nous espérons que le Conseil constitutionnel dira le droit et rien que le droit. Jacques Bouga sur la fébrilité des partis politiques. Le Cameroun sortira gagnant dans cette histoire. Moi je vois 4 domaines de faiblesse qui sont révélés par ces disputes. Premièrement, le premier domaine, les partis politiques eux-mêmes, leurs lois internes, c'est-à-dire leurs statuts, sont, je pense, pour beaucoup, y compris d'ailleurs au RDPC, on a l'impression qu'il y a un manque de cohérence interne, un manque de solidité interne de la loi interne du statut, d'un point de vue légal, et je dirais même d'un point de vue démocratique. Ça, c'est un premier problème qu'on voit dans les statuts des partis politiques. Et deuxième problème que je vois, la lenteur de la justice. On constate beaucoup de ces disputes internes sont en justice pour de très longues années. Et ce n'est pas normal qu'un système judiciaire mette aussi longtemps pour traiter un cas juridique. On a un sérieux problème
qu'on doit regarder de ce côté-là. Le troisième problème, et qui est tout aussi important, c'est la transparence des décisions qui ont force de droit. Et là, ça nous ramène à l'institution qui doit être dépositaire des textes, qui sont les partis politiques ou les textes légaux, qui ont force de loi. Ce n'est pas normal qu'on ait un gouvernement avec un ministère de l'administration territoriale qui peut mettre ce qu'il veut, envoyer des lettres qu'il veut, à tel ou tel dirigeant de parti politique en fonction de la convenance personnelle du ministre de l'administration territoriale. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. On doit avoir au Cameroun, et c'est l'une des propositions que j'ai fait, c'est, une fois de plus, j'ai vu tout ça venir, qu'on ait une seule institution qui est dépositaire de tous les textes qui ont force de loi au Cameroun. Et moi, je propose que ce soit une Cour suprême plus agrandie. On va peut-être en parler plus tard. Mais ça, c'est un problème de fond que je pense que nous devons régler. Ça va au-delà des partis politiques. Et ce processus électoral est en train de révéler des faiblesses fondamentales dans notre système légal et de notre système de préservation des textes et en force de droit. Et le dernier aspect, c'est le rôle du gouvernement, notamment du MINAT, qui maintenant travaille pour un candidat. Maintenant, Paul Biya est avant tout candidat. Et le rôle du MINAT doit, pour moi, de mon point de vue, être restreint à l'expédition des affaires courantes liées uniquement au gouvernement. Mais le MINAT n'agit pas en dehors des lois. Et quand bien même il serait soupçonné de le faire, on l'envoie au tribunal. Non, justement. On a parlé tout à l'heure de mauvaises lois. Et on pense aussi à tirer les bonnes leçons de cette que j'appelle un peu une mini-crise quand même électorale. Il faut qu'on tire les bonnes leçons. Et nous devons tirer les leçons au niveau également du rôle du MINAT. Parce que si le dépositaire des textes est en force de loi au Cameroun est par exemple la Cour suprême, tout ce que le MINAT publie sur son site internet, qui est piratage ou pas, n'aurait aucune valeur juridique. Toutes les lettres du ministre de l'administration territoriale concernant les leaders de partis politiques n'auraient aucune valeur juridique. Parce qu'ils ont aussi contribué à créer la confusion. Est-ce que ces lettres du ministre disant que toi, je te reconnais comme le leader de parti politique en force de loi? C'est ça le problème. Parce que chacun des leaders est en train de dire, j'ai eu cette lettre du ministre, voilà pourquoi je suis président. Est-ce que ça force de loi? Je vous relance. Les partis politiques doivent bien avoir une tutelle qui est au-dessus de tout ça. Ce n'est pas au ministre de dire qui est. Ce serait qui? Au sein du gouvernement, ce serait qui le relais technique? Non, déjà, c'est le parti lui-même qui, en suivant sa loi interne, dit qui est le leader. Et cette décision est enregistrée à la Cour suprême. Maintenant, s'il y a contestation, donc la Cour suprême devient l'organe technique en matière politique. Non, de préservation des textes et en force de loi. Ah d'accord, ok. Force de loi. Parce que quand vous dites je suis président d'un parti politique, il faut qu'il y ait un document et en force de loi qui vous maintient comme président de parti politique. Attesté par et ce document ne doit pas venir d'un ministre. Okay. Ça doit venir par un juge qui est censé être neutre. Voilà les problèmes. Et qui aura certainement toiletté, mise en conformité, autre s'il y a des... Non, c'est la justice. Non, c'est la justice qui dit, par exemple, si quelqu'un conteste déjà, c'est la loi interdit. Excusez-moi, je reprécise ma question. Pardon. Je viens avec un statut qui a des articles qui sont contraires à la loi. Selon vous, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel pourra-t-il s'exprimer là-dessus pour remettre en conformité avant de l'attester, de le valider comme étant document légal, force de loi? Non, il y a deux aspects. Moi, je ne parle pas du Conseil constitutionnel parce que la Cour suprême dont je parle, dans le fond, va absorber tout ça. Et les CAM et le Conseil constitutionnel. Mais je parle ici de deux aspects. La Cour suprême est déjà vue comme dépositaire des textes qui ont force de droit, y compris les statuts, même s'ils sont anticonstitutionnels. Maintenant, elle ne peut pas, normalement, il n'est pas normal qu'elle s'autosaisisse des documents qui lui sont soumis pour enregistrement. Maintenant, si quelqu'un conteste la constitutionnalité d'un statut, d'une loi interne d'un parti politique, oui, elle peut trancher. En fait, le processus judiciaire peut être enclenché. Mais là, je parle de la Cour suprême comme unique dépositaire. Chambre d'enregistrement de tous les textes et en force de loi. D'accord. Voilà. Donc, c'est deux procédures différentes. Généralement, on les mélange. Je voulais vous relancer sur un aspect. Vous-même, vous avez terminé? Non, allez-y. Vous-même, vous avez été porté par un parti politique dont vous n'êtes pas le président. Je voudrais savoir, pour vous, estimez-vous que ce chemin est plus tortueux? Je veux dire, se faire
présenté comme ça par... ça a été plus délicat pour vous, ça a été plus facile. Selon les canons de la loi, c'est un aspect qu'on devrait améliorer pour éviter qu'il y ait peut-être ce genre de dilemme juridique. Non, le MCNC, le Mouvement Citoyen National Camerounais, lui n'avait pas de problème interne. Voilà pourquoi il n'y a pas eu la procédure interne a été suivie. C'est un parti qui n'a pas de problème interne. Et s'il y en a problème, parce qu'il y a déjà problème interne dans le parti qui n'a pas été réglé à temps. C'est ça, il n'a pas été. Voilà pourquoi il y a plusieurs aspects ici. Ce ne sont pas que les partis politiques, la justice également, surtout la lenteur de la justice impliquée. L'institution dépositaire des textes et en force de loi est aussi impliquée, parce qu'on ne sait pas qui a force de loi. Le MINA dit mon site a été piraté, ainsi de suite. Normalement, ça ne doit pas être le MINA dans un pays sérieux. Ça doit être une institution indépendante comme la Cour suprême. Voilà autant de réformes que je propose qu'on mette sur pied une fois que je serai président de la République. Alors, Bedimo, est-ce que ce débat-là n'est pas pour démoraliser aussi les lecteurs? Je veux dire qu'on a vu les partis politiques descendent dans la rue, inviter les gens à venir s'inscrire. Il y a une grande mobilisation, plus d'électeurs inscrits. On se satisfait de voir qu'aujourd'hui, il y en a plus que les années antérieures. On est en plein record Et puis, on arrive dans le dépôt de candidature contentieux. Ah, celui-ci a raison, l'autre n'a pas raison. Le MINAT a mis son doigt, et ceci. Est-ce que tout ça, quelqu'un qui était serein dans le départ ne se dit pas, vraiment, tant qu'à faire ces choses-là, ils vont encore gagner? Absolument. Et c'est moi qui ai dit tout à l'heure que ce à quoi on est en train d'assister revêt aussi un caractère moral. Et c'est là où vous êtes en train de mettre le doigt maintenant, parce qu'il y a ce volet moral. J'ai dit, quelle image projetons-nous à notre opinion? Quelle image projetons-nous à notre postérité? Quelle image projetons-nous à l'extérieur? Et c'est de ça qu'il est question. Le citoyen qui a bien envie que les choses changent, a besoin d'être conduit, orienté vers le changement. Parce que le citoyen aspire au changement. Ce que nous voyons dans la rue tous les jours. Même il doit aspirer au changement. Le citoyen, quand on dit citoyen, c'est-à-dire la majorité. Peut-être, eux, ils estiment que tout va bien. Donc, ils sont aux commandes au pouvoir, ils estiment que tout va bien. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous savons que le citoyen, les Camerounais, dans leur immense majorité, ont soif de changement. Ils veulent que les choses changent. Mais l'image que nous leur renvoyons n'est pas de nature à les mobiliser, à les motiver. À les rendre serrés, mais plus grave encore, à les mobiliser. Nous sommes partis de quoi? Nous sommes partis de 83 candidatures. Certaines plus fantaisistes que les autres. Ce n'est pas ça qui va rassurer le citoyen quand on lui renvoie cette image-là. J'ai peur que ça ne soit même quelque chose de bien organisé, de bien pensé, pour qu'il en soit ainsi. Après les 83, au moins, on a commencé à élaguer, il y a ces recours maintenant, mais il y a 35 ou 36 recours. Ça aussi, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être beaucoup. Et quand on voit tout ce qui se passe dans les partis politiques, moi, je répète ce que je suis en train de dire. Les micmacs pour torpiller certaines candidatures, certaines investitures, on se dit que c'est une très mauvaise image que nous sommes en train de renvoyer aux citoyens, aux pauvres citoyens qui a bien envie d'aller jeter son bulletin dans l'urne pour voir un changement dans le pays. C'est pour cela que je dis nous sommes à une situation historique et nous avons espoir que le Conseil constitutionnel va rentrer dans l'histoire en disant le droit et ainsi ne pas tuer l'espoir du citoyen qui veut que les choses changent. Donc laisser que le citoyen exprime son choix. En d'autres termes, si le verdict n'est pas en votre faveur, le Conseil n'aura pas dit le droit. Non. Compte tenu de l'épaisseur de notre dossier, je ne